Depuis la nuit des temps, de nombreux peuples à travers le monde voient en l'éclair et la pluie qui lui succèdent les deux faces d'un même phénomène. Ainsi, il arrive souvent que les dieux de la foudre soient également des divinités de la pluie. Par exemple, Zeus, Thor, Indra et Tlaloc manifestent tous cette mise en balance de forces célestes opposées. Feu et eau, création et destruction, vie et mort. La destruction provoquée par le feu de la foudre précède la pluie fertilisante, véritable semence céleste qui apporte le renouveau sur Terre. En étendant son symbolisme à la pluie, la foudre devient une conjonction d'opposés, c'est-à-dire une union des contraires. C'est une manifestation de l'harmonie terrestre apportée par les cieux. Je suis Pierre Amoros, bienvenue dans l'infini dans un grain de sable. Les éclairs se manifestent sous de nombreuses formes. Ils peuvent ramper à la base du nuage, frapper le sol ou encore s'élever vers les cieux. Alors, comment les classer? Il s'avère qu'au-delà de leur forme changeante, une propriété permet de les classer en deux catégories, leur polarité. C'est cette caractéristique qui détermine le plus leur comportement individuel. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser aux décharges négatives, les formes les moins puissantes de la foudre, mais aussi les plus communes. Ces éclairs sont si fréquents qu'en frappant le sol, qui est un relativement bon conducteur, ils chargent toute la surface terrestre négativement, devenant ainsi la source du champ électrique naturel. Nous verrons d'abord où ils prennent naissance, dans le nuage, et quelles sont leurs variations les plus communes. Nous explorerons ensuite leur formation et toutes les étapes qui constituent ce phénomène fascinant que l'œil humain ne peut appréhender dans sa totalité. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, nous avons vu comment des charges électriques s'accumulent sous forme de couches à l'intérieur du nuage d'orage, le cumulonimbus. Dans la configuration la plus courante, le nuage possède une couche négative au milieu et une couche de charge positive dans ses hauteurs glacées. Une couche positive, de plus faible intensité, se trouve également à la base du nuage. À cause de l'importante charge négative au milieu du cumulonimbus, le sol en dessous de lui se charge de manière positive. Les décharges négatives prennent naissance à l'extrémité d'une couche chargée négativement et se propagent vers une zone de charge positive. Voyons maintenant quelle forme prennent ces éclairs. La majorité des décharges d'un orage sont des éclairs intranuageux. Dans le cas où elles sont négatives, elles prennent naissance dans la couche de charge négative et montent rejoindre la couche positive en hauteur. Alternativement, une décharge négative peut descendre vers la couche positive basse. Cependant, si cette couche est trop peu épaisse ou manque d'intensité, il arrive qu'elle soit saturée par la décharge négative et continue son trajet jusqu'au sol. Quand une telle décharge frappe le sol, on dit qu'il s'agit d'un éclair nuage-sol. De loin les plus communs, 90% des éclairs nuage-sol sont de polarité négative. Ils sont également moins puissants que les éclairs nuage-sol positifs. En effet, on estime qu'un éclair négatif transporte un courant électrique moyen de 30 kA, contre 120 kA pour un éclair positif.
Leur différence de polarité n'affecte pas uniquement leur puissance, car ils ont chacun des propriétés différentes. On reconnaît généralement les éclairs négatifs au clignotement qu'ils produisent et aux nombreux embranchements qu'ils arborent, ce qui n'est pas le cas des éclairs positifs, que nous verrons dans l'épisode suivant. Mais l'œil nu ne perçoit qu'une infime fraction des phénomènes qui se succèdent dans la demi-seconde de l'existence de l'éclair. Ici, nous allons étudier la formation et l'évolution d'un éclair nuage-sol négatif, mieux étudié que ses cousins intranuageux, qui sont cachés par la masse du nuage. Alors, comment l'éclair débute-t-il? Lors des orages, les cristaux de glace et la neige roulée se chargent électriquement par collision. Les cristaux de glace acquièrent une charge positive et la neige roulée une charge négative. Ces particules chargées transfèrent ensuite leur charge aux autres hydrométéores. Le terme hydrométéore désigne toute précipitation formée au sein du nuage, qu'il s'agit de gouttes de pluie ou diverses formes de glace comme la neige ou la grêle. En bref, les particules d'eau du nuage acquièrent une forte charge électrique, formant des couches de polarité opposées. Quand la charge électrique d'un hydrométéore devient suffisamment élevée, celui-ci se décharge par effet couronne. L'effet couronne se produit lorsqu'un hydrométéore chargé électriquement, comme une gouttelette d'eau ou une particule de glace, crée un champ électrique intense autour de lui. Ce champ est assez fort pour ioniser l'air environnant, créant une lueur visible et des petites décharges électriques appelées traceurs. Pour éviter toute confusion, précisons que ce terme est souvent utilisé de manière interchangeable avec le terme précurseur. Par traceur, j'entends donc les filaments lumineux formés par des avalanches d'électrons auto-entretenus. Cela se produit lorsqu'un électron, mis en mouvement par un fort champ électrique, percute un atome. Si son énergie est suffisante, il pourra arracher un autre électron à cet atome, provoquant une réaction en chaîne, avec encore plus de collisions et d'électrons libres. Dans le cas d'une décharge négative, les électrons se dirigent dans la direction de l'avalanche. Les traceurs contribuent à l'élévation du champ électrique jusqu'à la formation d'un arc électrique, c'est-à-dire un canal de plasma lumineux et conducteur d'électricité. Ce canal est appelé précurseur. La transition initiale entre les traceurs et le précurseur reste un phénomène mystérieux. Les scientifiques ont du mal à comprendre comment un champ électrique d'une telle intensité peut être créé dans le nuage d'orage, car la force du champ électrique requise pour cela est des dizaines de fois supérieure à celle mesurée dans le nuage. Une fois formé, le précurseur s'étend en direction du sol, formant une colonne lumineuse de 1 à 10 mètres de diamètre, composée de traceurs et d'un effet couronne, qui s'étend autour d'un cœur conducteur de même épaisseur que celui d'un doigt humain. Lorsque la charge électrique à son extrémité devient suffisamment élevée, le précurseur se divise pour former des embranchements, ce qui est très commun pour un éclair négatif. Une caractéristique importante d'un précurseur négatif est qu'il s'étend vers le sol par bonds, générant des segments successifs. On l'appelle précurseur progressif ou précurseur par bonds. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le nouveau segment d'un précurseur ne se forme pas en s'étendant depuis l'extrémité de l'ancien, mais apparaît dans l'air en aval de la décharge. Ce nouveau segment s'étend dans les deux sens jusqu'à se connecter à l'ancien segment. Ce processus ne dure qu'une microseconde, ou moins, et génère d'importantes émissions électromagnétiques, des ondes radio et des rayons X. Le précurseur fuse vers le sol à la vitesse sidérante de 200 km par seconde. À cette vitesse, il ne met que 20 millisecondes pour parcourir la distance qui sépare le nuage de la terre ferme. En approchant du sol, le précurseur descendant induit une accumulation de charges positives au sol et dans les objets conducteurs situés à proximité. À un certain point, un précurseur de charge opposée, ascendant, émerge du sol ou des objets conducteurs en réponse à l'approche du précurseur descendant. Ce processus d'attache des deux précurseurs reste encore voilé de mystère. Quand les deux précurseurs se rencontrent, ils forment un canal conducteur entre la zone de charge négative du nuage et le sol, permettant aux charges de se déplacer pour s'équilibrer.
c'est la décharge retour. Le mouvement rapide des électrons chauffe l'air du canal précurseur à plus de 30 000 degrés Celsius, qui s'illumine d'un éclat aveuglant. C'est ce que l'œil perçoit lorsqu'on observe la foudre. Mais une subtilité nous échappe encore. Car lorsqu'on observe le phénomène avec une caméra à haute vitesse, on peut voir que la décharge retour semble partir du sol pour s'élever vers le nuage à une vitesse comprise entre 1/3 et la moitié de la vitesse de la lumière. Pour expliquer cela, trouvons une analogie, un embouteillage sur une route. Les voitures sont à l'arrêt, serrées les unes contre les autres. Quand les premières voitures peuvent à nouveau avancer, il faut un certain temps pour que ce mouvement se propage le long de la route, permettant aux voitures plus éloignées d'avancer également. Le mouvement vers l'avant prend donc la forme d'une vague qui se dirige dans le sens contraire au mouvement des voitures, à cause du temps nécessaire pour que les véhicules de tête avancent. C'est à peu près la même chose pour les électrons. Au moment où les deux précurseurs se touchent, ils sont comme des voitures dans un embouteillage, serrés les uns contre les autres. Mais quand les charges peuvent se diffuser dans le sol, elles se mettent en mouvement. Cependant, ce n'est pas instantané. Les électrons du bas sont les premiers à avancer, suivis par ceux de derrière, et ainsi de suite. Comme sur la route, le mouvement des électrons forme une vague qui se propage dans le sens contraire. C'est la décharge retour. Cependant, dans le cas des éclairs négatifs, il arrive souvent que la décharge retour ne soit pas suffisante pour équilibrer complètement la tension entre le nuage et le sol. Une fois celle-ci terminée, un nouveau précurseur descend du nuage pour rejoindre le sol. Celui-ci ne présente pas d'embranchement et est qualifié de précurseur en forme de dard. On estime que 80% des éclairs nuage-sol négatifs ont plus d'une décharge retour, et ce phénomène peut se répéter plusieurs fois jusqu'à ce que la zone qui avait initié l'éclair soit complètement déchargée. Pour un observateur humain, dont les yeux ne sont pas adaptés à percevoir des changements aussi rapides, l'éclair négatif semble clignoter, les décharges retour consécutives étant espacées de seulement une cinquantaine de millisecondes. Nos yeux ne sont pas les seuls à percevoir la décharge retour, car le courant intense qu'elle produit chauffe l'air instantanément autour du canal ionisé, à des températures pouvant atteindre plus de 5 fois celles de la surface du Soleil en une fraction de seconde. En raison de cette chaleur extrême, l'air se dilate rapidement et crée une onde de choc, car cette rapide expansion de l'air dépasse la vitesse du son. L'onde de choc se propage ensuite à travers l'atmosphère sous la forme d'une onde sonore que nous percevons comme le tonnerre. Pour conclure, nous avons appris que les éclairs les plus fréquents, appelés décharges négatives, ont un comportement spécifique. Ils diffèrent des décharges positives par le clignotement qu'ils créent, les ramifications de leurs embranchements et par l'énergie plus faible qu'ils dégagent. Et ils prennent leur origine dans la couche négative centrale d'un orage. Les éclairs négatifs naissent de l'augmentation du champ électrique à l'intérieur du nuage, provoquée par la décharge, par effet couronne, des hydrométéores, comme les gouttes de pluie dans leur environnement immédiat. Cela crée des avalanches électriques, appelées traceurs, qui amplifient le champ électrique jusqu'à la formation d'un canal ionisé et lumineux, nommé précurseur. Ce précurseur s'étend jusqu'au sol par bonds ou segments. En arrivant proche du sol, l'intense champ créé par le précurseur descendant provoque la formation d'un autre précurseur de charge positive qui vient à la rencontre du premier. Une fois le lien établi, cela ferme le circuit électrique et les charges peuvent être échangées, ce qui chauffe l'air dans la colonne ionisée à plus de 30 000 degrés Celsius. C'est la décharge retour. Dans le cas d'un éclair négatif, le phénomène peut se produire plusieurs fois, à la différence que le précurseur positif est remplacé par un précurseur en dard qui ne s'embranche pas. Plusieurs décharges retour peuvent se succéder pour un même éclair négatif. C'est la dilatation très rapide de l'air chaud qui crée une onde de choc que l'on entend comme le tonnerre.
Il est intéressant de constater que la pluie joue un rôle important dans l'initiation de la foudre, liant les opposés, le feu à l'eau. Mais il y a plus. En dissociant les molécules d'oxygène et d'azote dans l'atmosphère, l'éclair génère des atomes excités qui peuvent se recombiner sous la forme de nitrates et d'autres composés que les plantes peuvent utiliser directement, formant des engrais naturels. Ainsi, l'eau de pluie d'un orage fertilise réellement la terre après la tempête. Une fois de plus, les symboles, d'une manière énigmatique, nous orientent vers la vérité. Dans le prochain épisode, nous parlerons des décharges positives et des éclairs rares. Nous verrons que certains d'entre eux sont la manifestation la plus puissante de la foudre sur Terre et qu'ils peuvent ébranler le ciel jusqu'à la haute atmosphère. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.